Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ici. Alors en plateau pour mon invité que vous connaissez tous, qui est Mourad Sellimi. Bonsoir Mourad. Bonsoir. Donc vous allez nous expliquer concrètement en quoi le télétravail peut s'appliquer au Palais de Justice de Paris, ce qui paraît qui s'applique déjà. Qui s'applique déjà et qui depuis un certain temps, mais qui s'est accéléré effectivement avec la crise Covid. Pour bon nombre, notamment sur la première instance, puisque nos applications ont la chance d'être webisées, donc ça permettait aux gens de pouvoir travailler depuis leur domicile. Les magistrats sont en télétravail depuis très longtemps, puisque beaucoup préparent leurs audiences, leurs fonds de dossier depuis leur résidence, et viennent au palais où ils ont un bureau lorsque c'est nécessaire, mais ça c'est depuis très longtemps. Là maintenant ça s'est considérablement accéléré. Et puis, de même, la visioconférence qui est maintenant relativement ancienne, puisque les premières visioconférences, la première visio-audience, puisque c'est comme ça que nous l'avions nommé à l'époque, remonte au mois de novembre 1999, entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Paris, et voilà, et a perduré. Et depuis ça a perduré, et aujourd'hui ça s'est accéléré. Alors, aujourd'hui ça s'est accéléré. Vous allez nous raconter tout ça. On va d'abord accueillir notre invité principal. Honneur aux dames, c'est la journée des femmes d'ailleurs aujourd'hui. Patricia Lejoux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de recherche laboratoire, aménagement, économie, transport à l'Université de Lyon. Expliquez-nous d'abord en quelques mots votre sujet d'actualité, c'est le télétravail, la mobilité. Pourquoi en fait vous êtes là ce soir? Parce que c'est votre objet d'étude notamment. Oui, en fait, je suis spécialisée sur les mobilités liées au travail et je m'intéresse en particulier au point de vue de l'entreprise sur sa gestion des mobilités liées au travail, et donc je m'intéresse aussi à l'évolution des lieux d'activité. Voilà. Donc on est en plein dans au cœur du sujet de l'actualité et de notre actualité ce soir. Ça va intéresser évidemment tous ceux qui sont derrière leur écran. Un sujet, le télétravail, on n'en a jamais autant parlé évidemment depuis la crise du Covid, mais est-ce qu'on a quelques chiffres pour un peu faire la photographie des lieux? Alors peut-être avant la pandémie et aujourd'hui, est-ce que ça a beaucoup évolué? Alors, on a des chiffres effectivement qui sont fiables avant la pandémie. C'est des chiffres de la DARES, qui est un service du ministère du Travail, et qui estimait à peu près à 7% la proportion de salariés qui télétravaillaient. Dont ces 7% sont composés à peu près de 3% de salariés qui télétravaillaient régulièrement, c'est à peu près un jour par semaine, et 4% qui télétravaillaient quelquefois au cours d'un mois. Donc c'est relativement modeste. Bien sûr, avec la crise du Covid-19, les choses se sont un peu accélérées. Au moment du premier confinement en mars 2020, on estime qu'à peu près 27% des actifs qui ont continué à travailler étaient en télétravail. Mais dès qu'on a levé le confinement, cette proportion a chuté à 15%. Et aujourd'hui encore, même les estimations là, au mois de novembre dernier, de janvier, sont à peu près autour d'une proportion à peu près de 13% finalement des actifs qui continuent aujourd'hui à télétravailler à 100%. Donc une chute importante. En fait. Entre les deux confinements, entre le premier et le deuxième confinement, ça a beaucoup chuté. Mais on est quand même passé, si je vous entends bien, de 7%, ça a quasiment doublé avant le confinement et aujourd'hui. Si je résume, c'est un peu près ça. Oui, tout à fait. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que globalement, les salariés ont quand même plutôt apprécié cette expérience-là. Ça, vous avez des études là-dessus? C'est-à-dire qu'on sait si c'est quelque chose qui effectivement a plu ou c'était plutôt à marche forcée pour les salariés? Alors, il y a autant de configurations que de salariés parce qu'effectivement, on était dans un cadre particulièrement hostile au télétravail. C'était non choisi, avec en plus généralement, donc ça s'est fait rapidement, donc avec pas de possibilité de s'installer dans de bonnes conditions de travail et puis parfois les enfants à garder à la maison.
Mais globalement, les salariés ont quand même apprécié la possibilité finalement de gérer autrement finalement leur journée et puis d'avoir effectivement ces marges de manœuvre par le fait de travailler à domicile. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un cadre législatif qui encadre ce télétravail? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que la Covid a fait évoluer les choses par exemple? Alors, donc il y avait un cadre législatif qui datait de 2016 et puis qui avait connu quelques évolutions. Mais effectivement, la grande nouveauté, c'est ce qui s'est passé à la fin de l'année. Donc il y a eu un accord national interprofessionnel sur le télétravail entre les partenaires sociaux qui a été négocié. Donc ça vaut pas encore, ce n'est pas encore une loi, mais il y a eu un accord en fait entre les partenaires sociaux, notamment sur le fait, par exemple, de la prise en charge de certains frais liés au télétravail. Donc, ça a confirmé la définition qui était donnée aussi du télétravail. Ils ont notamment fait part du droit, l'importance du droit à la déconnexion, la couverture en cas d'accident du travail. Donc, il y a finalement eu des avancées effectivement suite à cette crise sanitaire. Alors on continue un peu à survoler le sujet avant vraiment d'aller dans le cœur. Est-ce qu'en France, on est un peu à part parce que ça s'est beaucoup développé dans d'autres pays, je pense notamment aux pays scandinaves où c'est très en avance par rapport à nous. On est en retard les Français ou là on a rattrapé finalement un peu notre retard? Alors, il faudrait voir si ça dure ou pas dans le temps, mais globalement, effectivement, la France se caractérisait par une certaine méfiance à l'égard de la pratique du télétravail. C'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu au Royaume-Uni, lié notamment à l'importance aussi du secteur financier pour qui voilà, c'est un mode de travail très courant. C'était très répandu en Allemagne, mais aussi surtout en Suède, aux Pays-Bas, et c'est surtout la Finlande qui est un peu la championne du monde en matière de télétravail, avec au printemps 2020, je crois que c'était 50% de la population active qui télétravaillait. L'Italie et l'Espagne sont un petit peu dans la même situation de la France, c'est-à-dire que c'est des pays qui ont... Parce qu'il fait plus chaud, il fait plus chaud, c'est pour ça on se... mais c'est surtout des pays avec la France qui se caractérisent par une forte culture du présentiel et du contrôle aussi. Donc voilà, ce ne sont pas forcément les mêmes cultures du travail. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle, il y a une volonté de qualité en France qui fait que, ce que vous disiez, je crois, que finalement on a l'impression qu'il faut contrôler tout ce qu'on fait et que ça se fait difficilement à distance. C'est un peu ça, on va dire, dans l'inconscient collectif français. Alors effectivement, il y a certains sociologues du travail qui ont mis en évidence que la France se caractériserait aussi, effectivement par une importance très forte donnée à la qualité du travail, et pour assurer cette qualité, il faut encadrer le travail. Alors c'est un héritage culturel, il faut savoir si effectivement c'est quelque chose sur lequel on peut évoluer aujourd'hui aussi. Voilà, c'est pas parce qu'on télétravaille qu'on fait forcément du moins bon travail peut-être. Alors, est-ce que paradoxalement, le télétravail, c'est pas une certaine immobilité parce que la voiture de fonction qu'on avait, on l'utilise quasiment plus ou moins. Les transports pour aller à l'étranger, l'avion, c'est quasiment au point mort. Finalement, on reste chez soi. Est-ce que ça aussi, ça bouleverse terriblement le paysage et comment ça se concrétise ? Je pense qu'il ne faut pas le penser comme une forme d'immobilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas substitution finalement d'une immobilité à une mobilité. Il faut voir que finalement c'est une autre forme, une autre façon d'entretenir des relations de travail. Si on prend nos relations sociales au quotidien, on a trois façons de gérer ces relations. La première, c'est ce qu'on appelle la proximité, c'est le fait d'être les uns à côté des autres. Ce que vous faites, par exemple, dans le cadre de ce studio, je n'y suis pas, mais voilà. Ou dans le cadre de l'entreprise où les gens se rendent à proximité. La deuxième modalité de gérer ces relations de travail, c'est la mobilité.
on est éloigné, mais par la mobilité, finalement, ça permet de se retrouver. En fait, ça permet de s'affranchir finalement des contraintes de la distance. Et la troisième modalité, c'est ce qu'on appelle le distanciel, la télécommunication. Ça fait effectivement d'entretenir des relations de travail, mais par le biais des technologies de l'information et de la communication. Ce que cette crise sanitaire nous a fait prendre conscience, c'est finalement cette troisième façon de gérer les relations de travail. Et toute la question va être aujourd'hui, comment finalement les entreprises vont gérer à la fois ce besoin de proximité, mais en même temps ces mobilités et en même temps ce distanciel. C'est trois façons différentes de gérer les relations de travail, et selon la configuration, le profil des travailleurs, les entreprises vont être amenées à réfléchir à la façon dont elles vont doser finalement ces trois modes de relations de travail. Alors notamment les jeunes, pour tous ceux qui vous écoutent, alors peut-être il y a des phases de recrutement, et est-ce qu'aujourd'hui l'exigence des jeunes générations est différente des nôtres, où finalement c'était assez classique? Est-ce qu'aujourd'hui la mobilité, est-ce qu'aujourd'hui le télétravail fait partie des exigences des nouveaux arrivants sur le marché du travail? Alors des nouveaux arrivants très qualifiés. C'est-à-dire que effectivement derrière cette histoire de télétravail pour l'entreprise, il y a des enjeux sociaux et notamment d'attirer des jeunes aux compétences voilà, qui sont fortement demandées sur le marché du travail. Et ces jeunes-là, effectivement, il y a des études qui ont été publiées sur le profil de ce qu'on appelle ces super diplômés, hein, cette génération Bac+5 qui est finalement nouvelle et qui est issue de la massification dans les années 70. Cette génération-là, effectivement, elle sait qu'elle ne fera plus toute sa vie dans la même entreprise. Donc, elle est très attachée finalement aux conditions de travail que lui offre l'entreprise. Hein. La part de liberté, notamment de pouvoir gérer aussi sa vie familiale à côté de sa vie professionnelle. Et puis ces projets résidentiels, hein, le fait de pouvoir s'installer aussi dans un cadre de vie choisi, tout ça effectivement prend beaucoup plus d'importance et le télétravail peut être un moyen aussi d'attirer effectivement ces profils-là plus qualifiés. Mais est-ce que finalement on ne travaille pas plus en télétravail? Parce que quand on est au boulot, au travail, avec les collègues, on discute, on va prendre un café, on fait plein de choses. Chez soi, parfois on est entre guillemets condamné à être devant son ordinateur et à bosser non-stop. Alors certes, il y a les enfants, il y a un certain nombre de choses, mais est-ce que finalement le télétravail, c'est pas une sorte... je me permets ce mot-là, un peu d'asservissement, c'est-à-dire que c'est la fausse bonne solution qui fait qu'on est un peu coupé socialement des autres. On a du mal à se faire un réseau parce que c'est sympa par visio, mais c'est pas la même chose que d'être dans le concret. Est-ce que ça ne coupe pas une certaine façon des autres, le télétravail aujourd'hui? Alors effectivement, vous avez raison, c'est une pratique qui a besoin d'être encadrée, d'être pensée. C'est-à-dire que donc, les études là, sur le télétravail menées depuis plusieurs années montrent effectivement que les travailleurs travaillent plus longtemps que la moyenne voilà, des autres actifs. Il y a un chiffre dessus? Il y a un chiffre, vous dites travaille plus, c'est quel ordre? Il y a différentes sources, donc là je ne vous donnerai pas de chiffres, mais en tout cas effectivement ils passent plus de temps à travailler que les autres, notamment parce qu'ils se sentent en dette vis-à-vis de l'entreprise. La façon de cadrer tout ça, c'est effectivement de veiller aux conditions de télétravail. Alors éventuellement à la maison si c'est 1 ou 2 jours par semaine, alors avec effectivement le droit à la déconnexion, ces choses-là. Mais c'est aussi prêter attention à peut-être d'autres modalités d'organisation du télétravail, qui est par exemple de télétravailler dans un espace de coworking, qui permet, qui est valorisé notamment par les gens qui les fréquentent, par le fait qu'il y a une séparation claire finalement entre la vie professionnelle et la vie familiale. Ces espaces sont situés généralement à proximité du domicile et qu'il y a une véritable ambiance de travail. On n'est pas seul, on a des horaires, on a un rythme et les gens qui fréquentent ces espaces-là sont d'anciens télétravailleurs souvent à domicile qui ont éprouvé le besoin de retrouver finalement un cadre de travail à proximité du domicile. Alors sur la mobilité, est-ce que vous pensez que aujourd'hui ce qui se passe, est-ce que lorsqu'on va recruter quelqu'un, avant on regardait quand même dans le CV où la personne habitait par rapport à l'entreprise?
entreprises, ce qui était souvent un facteur important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça va ou ça se gomme, ou ça va vraiment se gommer? On peut être à 200, 300 km et finalement, peu importe. Est-ce que ça change vraiment? Là, c'est les responsables des directions de ressources humaines qui peuvent dire ça. On leur posera la question, mais... effectivement, il y a cette capacité que peuvent avoir certains salariés, effectivement, à pouvoir s'organiser et s'affranchir totalement, finalement, de la proximité avec l'entreprise. Hein. On a des cas, effectivement, de gens qui télétravaillent à 100%, hein. Qui est assez documenté, même s'il représente vraiment une minorité, mais ça peut être aussi effectivement une façon de s'affranchir des contraintes spatiales, parce qu'il faut bien voir aujourd'hui une des limites qui se posent, c'est finalement la mobilité liée au travail n'est pas toujours finalement, n'est plus une solution. On le voit notamment chez certains actifs hein, qui passent un temps incroyable à se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail ou notamment dans le cadre de déplacements professionnels. Et on atteint aujourd'hui des formes limites de la mobilité chez les cadres comme chez des actifs moins qualifiés, qui fait dire qu'effectivement, à un moment, il va falloir songer à d'autres solutions pour pouvoir recruter effectivement sur une ère assez large. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, en train de passer dans une nouvelle ère où un petit peu on a moins le sentiment d'appartenance à une société, on est un peu plus nomade, vous voyez ce que je veux dire? Avant, il y avait les mercenaires, une certaine époque, pour la guerre, mais est-ce que finalement, on n'arrive pas un peu ça, des gens qui, d'abord, sont dans une société, d'accord, mais comme il n'y a plus ce lien avec la société où elle ne se fait que par visio, est-ce que finalement, on ne perd pas quelque chose de fondamental et d'important, un lien? Alors, après, il y a différentes façons de construire ce lien-là, hein, mais ce lien, c'est vrai qu'il s'est un petit peu distendu, mais pas tant par le fait du télétravail que par le fait que finalement, aujourd'hui, l'entreprise ne propose plus, n'est plus forcément le cadre dans lequel on se projette sur une durée très longue, hein, parce que effectivement, le marché du travail a évolué, on a plus de flexibilité, voilà. On sait qu'on est plus sur des contrats généralement à durée déterminée, donc il y a moins cette focale sur le travail, hein, ce qui explique notamment que les gens, par exemple, quand ils font leur choix résidentiel, ils le pensent pas, ils le pensent encore, mais moins par rapport à la sphère, à la localisation du travail, parce qu'on sait très bien que dans une vie, on sera amené certainement à changer de travail. Donc voilà, ce lien, il s'est distendu, mais il peut se fabriquer d'une autre façon. Alors, toute dernière question, après, évidemment, on va reparler avec vous, vous posez plein de questions, mais vous l'avez dit, vous dites si ça dure, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'êtes pas sûr que le télétravail va perdurer? Vous pensez que c'est comme les voitures électriques, on a un petit pourcentage, mais c'est pas l'ensemble du marché. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça sera généralisé ou ça sera à 50% comme dans les pays nordiques, ou on va rester à peu près sur la photographie d'aujourd'hui? Alors moi j'ai un gros défaut, c'est que je suis scientifique et que je m'appuie sur des faits. Donc je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans les années à venir. Les éléments qui tendent à être prudents, c'est tout simplement ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire que globalement, il y a eu un très fort retour finalement des gens sur le lieu de travail. Alors peut-être que c'est lié à des motivations professionnelles, peut-être que c'est une incitation de l'employeur. Mais là, effectivement, ça dépend aussi de la réflexion que mèneront les entreprises, parce que derrière, on en a parlé, il y a des enjeux sociaux derrière cette question du télétravail et ce que peut proposer finalement l'entreprise comme cadre de travail. Il y a aussi des enjeux économiques liés notamment à l'immobilier d'entreprise. Quel modèle doit suivre l'entreprise? Est-ce que c'est toujours un bureau, un salarié, ou est-ce qu'il faut revoir ça, hein, quand on voit ce qui se passe notamment aux États-Unis, à San Francisco, où certaines entreprises pensent que voilà, on peut travailler finalement de n'importe où et qu'on n'a plus forcément besoin de locaux. Et puis il y a aussi des enjeux environnementaux derrière, c'est effectivement à l'échelle de l'entreprise, peut-être qu'effectivement le fait d'encourager le télétravail peut être un moyen finalement d'avoir une meilleure empreinte environnementale. Alors, comme vous êtes scientifique, vous avez fait une étude,
disiez sur l'Île-de-France particulièrement, est-ce que c'est là où le télétravail s'est le plus développé, ou a été le plus fort pendant la Covid ? Alors effectivement, en Île-de-France, il y a une tendance plutôt favorable au télétravail parce que c'est d'une part une région qui concentre plus de cadres que les autres, donc qui a une population effectivement qui est plus concernée par le télétravail, et en raison notamment des distances et surtout du temps passé dans les transports. Les Franciliens sont ceux qui battent tous les records d'après les dernières enquêtes transport là, de 2018-2019. Ils passent près d'1h20 par jour dans les transports. Donc effectivement, là en Ile-de-France, ça représente des enjeux particuliers. Patricia, alors on vous retrouve évidemment après dans les rooms et puis après toutes les questions-réponses que vous allez pouvoir lui poser. Et je me tourne maintenant vers Mourad. Mourad Selimi, alors vous, on va essayer d'être très concret sur un exemple qui peut paraître complètement fou. Mais pour vous, évidemment, parce que vous y travaillez, ça vous semble normal, mais quand même, la justice. Alors je rappelle que vous occupez de la sécurité, hein, c'est ça, des systèmes d'informatique. Non, je m'occupe, oui, effectivement. Enfin, on s'occupe un petit peu de tout. J'ai un rôle un peu de responsable informatique sur le palais de justice de Paris. Notamment la sécurité, parce que c'est quand même important. Et de chargé de mission. Mais oui, bien sûr, la sécurité est une chose prépondérante. On se doit de sécuriser nos communications multicanales, enfin qu'elles soient sous forme de mail, sous forme de téléphonie. Mais on peut faire la justice à distance, parce que ça paraît... Vous voyez ce que je veux dire, ça paraît un peu surréaliste. Tout à fait. Alors, on va peut-être refaire un petit peu d'histoire. Je vous le disais tout à l'heure, en 99 apparaissent les premières visio-audiences entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Paris, qui sont dues au fait que Saint-Pierre-et-Miquelon était un tribunal supérieur d'appel qui rencontrait des difficultés en termes de nombre de magistrats. Donc on avait 3 magistrats sur place, un parquetier et 2 magistrats du siège. Comme vous le savez, en première instance, un magistrat du siège instruisait, l'autre jugeait. Le parquetier pouvait rester en deuxième instance. Et puis en deuxième instance, on se retrouvait avec le problème, c'est d'avoir le deuxième magistrat qui, lui, avait instruit le dossier, qui se retrouvait à juger. Donc ça posait un problème. La CEDH est intervenue à ce niveau-là. Donc à partir de là, est née cette notion d'avoir recours à la visioconférence, qui a tout d'abord reposé jusqu'en 2005 sur un gentleman agreement entre les barreaux, notamment le barreau de Paris et de Saint-Pierre, puisque ils sont très liés, et puis la Cour d'appel de Paris. Donc la juridiction Cour d'appel de Paris est devenue juridiction d'appel pour Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'en 2005 où apparaissent les lois Perben. Donc les lois Perben apparaissent et permettent non pas de juger à distance, sauf dans les tribunaux supérieurs d'appel, donc les territoires, les TOM. Sinon, on ne juge pas sur le fond, sauf en matière d'application des peines. Mais en revanche, on a permis aussi bien aux parquetiers de pouvoir, je dirais, auditionner, prolonger des gardes à vue, etc., en ayant recours à la visioconférence, aux juges d'instruction d'auditionner des gens, des mises en cause ou des témoins, à travers l'outil de visioconférence, et au niveau du procès, donc c'est peut-être le sens de votre question, on a eu recours à la visioconférence pendant de nombreuses années pour faire intervenir des experts, des témoins, puis arrivent toutes les procédures de témoins sous X, pour protéger justement ces témoins sous X, des gens qui étaient en réel danger de se montrer et de témoigner. Donc on les fait témoigner en visioconférence, en prenant bien entendu toutes les dispositions nécessaires pour protéger et conserver l'anonymat de ces témoins. Seul le procureur et je crois le procureur de la République connaît l'identité, la réelle identité, je dirais, du témoin sous X. Alors est-ce qu'aujourd'hui ça s'est accéléré? Est-ce qu'avec la pandémie, ça a vraiment... Puis arrive la pandémie, et là on s'est retrouvé confronté à un gros problème, c'est que malgré la pandémie, malgré tout ce que l'on veut, enfin je veux dire, c'est pas pour autant que je vais faire une image comme ça, les bandits ont arrêté de faire leurs bêtises. Enfin, je veux dire, on continue à avoir de la délinquance et des crimes. Alors, j'ai pas les proportions, j'ai pas les chiffres, donc je m'avancerai pas là-dessus. Mais en tout cas, on a dû un peu accélérer ce recours à la visioconférence. Il faut savoir que nous avions
Et nous avons encore l'infrastructure interne la plus importante, je crois, d'Europe. C'est pas moi qui le dis, ce sont les constructeurs de matériel de visioconférence. La plus grosse infrastructure d'Europe, même par rapport au privé qui existait, puisque les 180 tribunaux judiciaires qui étaient ex-TGI, les 35 cours d'appel, ainsi que toutes les maisons d'arrêt, enfin tous les lieux de détention, sont tous équipés de voire plusieurs, jusqu'à à Paris, on dépasse des centaines, enfin sur le nouveau palais, je crois que c'est environ 140 équipements de visioconférence, et nous on doit être à la cour d'appel, l'île de la Cité, sur 70 systèmes. Donc vous avez des systèmes de salles ou des visioconférences omnipersonnelles dans des bureaux, c'est largement réparti, ainsi que dans les maisons d'arrêt, ce qui permet d'avoir recours à la visioconférence. Pour en venir quand même, j'oubliais, on juge à distance, notamment en matière de chambre de l'instruction, enfin même si là, je crois qu'il y a eu, non pas un coup d'arrêt demi, mais je crois qu'il y a des textes là qui sont sortis qui font que ça se ralentit un petit peu, mais ça permettait d'éviter de déplacer les gens des maisons d'arrêt pour pouvoir, les gens qui demandent une remise en liberté provisoire ou des choses comme ça, enfin, ce qui est le rôle de la chambre de l'instruction, eh bien, la chambre de l'instruction pouvait tenir des visioconférences pour audiencer. On audience énormément sur les tribunaux d'application des peines. Alors là, on audience même sur le fond, ce que l'on ne fait pas, par exemple, en correctionnel ou en assise. On n'audience pas à distance sur le fond. Mais avec la pandémie, sont apparus des problèmes, et puis surtout, les procédures allaient s'accumuler, il a fallu renvoyer toutes les audiences et trouver des solutions. Et c'est vrai qu'à la Cour d'appel de Paris, sous l'égide des chefs de cour, et notamment du Premier président, il y a eu une demande qui a été faite auprès de l'administration centrale, qui a répondu dans des délais très courts, hein, et qui est venue, je dirais, développer l'outil, notamment par le recours au web RTC, c'est-à-dire ce que l'on va appeler la web conférence, de permettre à des gens extérieurs au monde judiciaire ou au monde police, parce que c'est police-justice, mais de pouvoir assister, et permettre aux avocats de pouvoir assister leurs clients à distance, sans être obligatoirement, parce qu'auparavant ils pouvaient le faire, mais en se déplaçant dans un tribunal et en occupant une salle de visioconférence d'un tribunal, ils pouvaient assister. Là, ils peuvent le faire depuis leur cabinet, leur domicile, un petit peu comme nous le faisons ce soir. Alors, une question qui peut-être intéresse tout le monde, parce que quand on est en visio comme ça, on se dit peut-être des choses confidentielles, alors surtout pour la justice. Comment on peut éviter que ça reparte ailleurs, que ça soit piraté? Parce que j'imagine que ça va être hyper sécurisé, non? Voilà, donc bien on a sécurisé. Il est évident que nous n'avons ni recours à Teams, ni à Zoom, forcément, je veux dire. Donc nous avons recours à notre propre prestataire, dont je tairai le nom. Hein. En plus, je crois qu'il ne faut pas faire de publicité, donc je n'en ferai pas. Mais nous avons donc un prestataire de service en la matière et qui fait très très bien son travail, qui nous assurait toute la conciergerie et l'exploitation de notre plateforme d'interconnexion. Il faut savoir que la plateforme d'interconnexion du ministère de la Justice dessert aussi le SPM, donc service du Premier ministre, dessert une partie de l'intérieur, la douane, voilà. Donc tous les endroits un peu sensibles. Et nous sommes venus adjoindre donc une plateforme web RTC avec notre prestataire que l'on a développé au moment où le confinement démarre. On s'aperçoit de ce manque cruel et il fallait que notamment les avocats puissent continuer à assister leurs clients sur les prolongations de garde à vue et ne pas se rendre dans les commissariats à un moment où personne n'avait de masque. Enfin, on se souvient un peu du premier confinement et de la première crise sanitaire et les peurs que ça pouvait engendrer justement pour les avocats qui devaient assister leurs clients. Donc c'est là que le ministère a réagi très vite et je pense que là-dessus on a eu une très belle réactivité, mais c'est peut-être aussi dû à notre expérience sur ces technologies-là. On a pu réagir très très vite et mettre à disposition des moyens, y compris sur les premières expérimentations, tant au pénal qu'en civil, de jugement sur le fond, à distance, et répartis, les avocats dans leur cabinet avec leurs clients. Et quelle est la satisfaction aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est content? Est-ce que c'est un système qui satisfait tout le monde? Je dirais que c'est un peu comme partout, bien sûr que tout est perfectible. Je crois que tout est perfectible dans la vie, donc là aussi c'est le cas, mais je crois qu'on a amené quand même une certaine satisfaction et on a permis justement de pouvoir avancer sur pas mal de choses. Et je pense qu'on tirera de l'expérience de tout cela pour nos futurs outils ou la conception de nos futurs outils, oui.
Un tout dernier mot avant de se retrouver dans les rooms et puis après de passer aux questions-réponses. Est-ce que ça, ce qui s'est passé dans la justice, alors vous dites que c'est qu'il y a un matériel qui est formidable, est-ce que vous pensez que ce qu'il y a chez vous aujourd'hui, c'est un laboratoire qui va aujourd'hui aller dans d'autres administrations un peu partout? Est-ce que vous pensez que ça va... Justement, l'État, je dirais qu'aujourd'hui, nous étions parmi les premiers à avoir développé ça, puisque je vous le rappelle, on a démarré en 1999, et puis petit à petit, mais surtout à partir de 2005, des lois Perben, les crédits nous sont arrivés, et on a pu justement développer cette plateforme, toute cette infrastructure interne. Et puis, je dirais que les autres administrations, il y a plusieurs ministères qui se sont raccrochés chez nous, certains ont monté leur propre plateforme, mais... nous desservons les douanes, enfin tous les douanes, donc c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances donc se sert de notre plateforme, la gendarmerie se sert de notre plateforme. Nous sommes une plateforme d'interconnexion, nous sommes la plus grosse plateforme d'interconnexion, je crois, même d'Europe. Donc on voit bien qu'on mutualise, c'est-à-dire qu'on n'allait pas dupliquer, enfin je veux dire que l'État est raisonnable en la matière. C'est une question de moyens, mais ça coûte cher, ça aussi, ou pas? Ou c'est moins cher finalement de faire... c'est moins cher si vous répartissez ça sur plusieurs ministères. Mais que de faire en présentiel, est-ce que c'est moins cher de faire à distance? Une question un peu naïve, mais... Bien évidemment. Oui, bien évidemment. Ne serait-ce que... Je vais donner un exemple, comme ça, qui pourrait être très parlant. Vous avez par exemple un procès d'assises. Le prononcé est fait, etc. Ce qui suit en général le procès d'assises, c'est un procès en procédure de dommages et intérêts civils. Là, c'est sur les intérêts civils. Là, je dirais qu'on ne juge plus sur le fond parce qu'on dépose des mémoires et puis les magistrats statuent, décident de ce qu'ils vont allouer en dommages et intérêts. Les dommages et intérêts. Voilà. Pour ces dommages et intérêts-là, lorsque vous avez par exemple ce qu'on appelle des détenus particulièrement surveillés, un DPS, lorsque vous devez le faire déplacer depuis son lieu d'incarcération jusqu'à un tribunal, ça coûte horriblement cher. Il faut savoir que la personne, on va la chercher de très bonne heure le matin à la prison. Il faut une escorte de 16 personnes, 3 véhicules. Et tous ces gens-là, par exemple un gendarme, alors j'ai pas les prix actualisés, mais il y a quelques années, lorsqu'on avait fait une étude, ça coûtait 100 € de l'heure. Il démarre à 5 heures du matin et quelquefois, il ne va pas rentrer par accompagner la personne avant 22, 23 heures, voire au-delà. Donc vous imaginez ce que ça peut coûter, vous multipliez ça par 16, vous y ajoutez la location des véhicules, ça coûte horriblement cher, je veux dire, de déplacer une personne pour 10 minutes d'audience, ça va durer 10 minutes, en fait, ou peut-être une demi-heure. Alors qu'aujourd'hui, à l'époque, je crois qu'on était, quand je vous parle de ces 100 €, on devait être à moins de 2,50 € le quart d'heure en visioconférence. Ah oui, donc le ratio est... Il est très vite fait. Un grand merci à vous toutes et vous tous, et je vous souhaite une très belle soirée.